Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois mes premiers invités qui sont Ghislain Goulet et Denise Blais. Ils vont venir nous parler en fait d'un document qui s'intitule Notre plan d'action citoyen en santé mentale. On va en savoir plus dans quelques minutes. On a à l'Espresso et l'Espresso allongé le sujet comment identifier les sociopathes. En début de deuxième demi, notre chroniqueuse Caroline Souffrant vient nous parler des facteurs favorisant une bonne santé mentale. Tout ça au menu de la prochaine heure de Folie douce. On commence en chanson avec Richard Séguin et la chanson L'usine. Bienvenue à Folie douce. Dans cette usine-là, ça fait 20 ans que je suis là. Si ça ferme, je sais pas ce qu'on va devenir. Ça fait des mois qu'on nous dit rien, on nous cache tout, faut qu'on endure. Mais ça se fait pas, traiter le monde comme ça. Je vois plus la route, j'écoute tout ce qu'on raconte. Des histoires qui tiennent pas de bout, qui viennent toujours du bout du monde. Encore une belle fin de semaine avant qu'on nous apprenne ça ferme. Encore une belle fin de semaine, fait comme s'il y avait pas de problème. Encore une belle fin de semaine dans la mire du mauvais temps. Près de l'usine, y a la rivière, remplie de promesses pour toi, ma belle. Pour les enfants, des rêves de chaque instant. Je sais plus ce qui nous attend, si le bonheur nous comprend. Tout ce qu'on a bâti, pour nous ça n'a pas de prix. J'ai fait le tour du village, du premier rang jusqu'au dernier. Devant le paysage, j'ai pas pu continuer. Encore une belle fin de semaine avant qu'on nous apprenne ça ferme. Encore une belle fin de semaine, fait comme s'il y avait pas de problème. Encore une belle fin de semaine dans la mire du mauvais temps. Attendre au bout de la ligne une petite musique pour patienter. Pendant que monte la grogne, je sens la terre bouger. Puis dans le journal, c'est à peine si on en passe d'un coin de pays trop petit, trop loin. Sur la carte, un point parmi tant d'autres. Encore une belle fin de semaine avant qu'on nous apprenne ça ferme. Encore une belle fin de semaine, fait comme s'il y avait pas de problème. Encore une belle fin de semaine dans la mire du mauvais temps. Dans la mire du mauvais temps. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir mes invités qui sont Ghislain Goulet et Denise Blais. Bonjour, bienvenue à Folie douce. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui d'un point très important. On va parler en fait d'un document qui s'intitule Notre plan d'action citoyen en santé mentale. Ghislain, tu es organisateur communautaire donc à Action Autonomie et Denise Blais, tu es militante de longue date en fait au niveau de la défense des droits. On sait qu'Action Autonomie aussi, on vous a souvent reçu à l'émission plusieurs représentants d'Action Autonomie et vous faites un travail colossal à ce niveau-là. C'est vraiment votre mandat. Donc, comment on pourrait présenter ce document-là? C'est quand même quelque chose, je pense, qui ne s'est jamais fait, je crois. Hein? Je n'ai jamais entendu parler d'un type de document qui est comme ça. L'idée est venue...
on prévoit l'avènement d'un nouveau plan d'action en santé mentale dans les prochains mois. Oui. Et, parce qu'il y en a eu un autre, 2005-2010. C'est ça, 2005-2010, la force des liens. Oui. Alors, on voulait collaborer, dans le fond, à l'élaboration d'un plan d'action en santé mentale. On a travaillé longuement avec des gens qui se sont impliqués à Montréal, entre autres, dans la participation active, la participation citoyenne. Et on s'est dit, pourquoi qu'on ne mettrait pas à contribution toutes les expériences que les gens ont fait depuis plusieurs années. Oui. Toutes les contributions que les gens... Puis on va essayer de mettre ça dans un document, puis de publier un petit peu les revendications, les visions que peuvent avoir les personnes utilisatrices. Oui. C'est un peu comme en parallèle, des fois, c'est peut-être une drôle de comparaison, mais dans le fond, des fois, tu as un festival, puis tu as un off-festival, mais vous êtes peut-être la partie qui veut faire d'autres choses, mais qui est bien aussi quand même. Je pense que c'est dans l'intérêt aussi des gens. Là. C'est fort intéressant comme image, parce que justement, ce document se veut un genre de témoin de 13 ans de paroles, souvent, qui sont pas toujours prises en compte. Donc, les plans d'action, notamment la dernière, 2004-2010, oui, à force des liens, c'est très axé sur la transformation des structures. C'est vraiment technique, c'est organisationnel, et donc, pendant tout ce temps-là, le monde cherche à avoir une vie dans tout ça, des choses qui nous aident à avoir plus de pouvoir, à faire face finalement des défis de la pauvreté, d'une santé mentale qui est hypothéquée par toutes sortes de choses, toutes sortes de facteurs. Et donc, pour une fois, c'est ça qu'on dit, on va prendre 13 ans finalement de paroles et les mettre en forme pour effectivement le centrer, donc notre plan d'action, effectivement, centrer vraiment sur nos enjeux et pas les préoccupations, mettons, des gestionnaires ou du monde qui sont plus avec un regard à transformer les structures et pas nécessairement de regarder des pratiques ou l'écoute, l'accueil, quelle place pour les personnes à participer directement dans les décisions qui les concernent. Donc, ce document se veut finalement sans prétention, mais plus comme témoin, et une façon d'amorcer, en quelque sorte, une parole collective qui pourrait effectivement influencer un processus en cours ou d'autres lieux, que ça peut être aussi au niveau local, parce que le monde sont invités parfois, pas toujours, à participer sur une base locale dans les centres de santé et services sociaux, mais il y a aussi le plan régional, mais aussi il y a plein de paliers. Donc, ce document-là peut servir comme un document de référence à bonifier, à discuter. Donc, on le lance un peu pour que ça évolue, puis que ça peut stimuler d'autres échanges, puis d'autres débats, puis mobiliser le monde à agir, finalement. C'est pas juste les paroles. Pour le ministère, par exemple, mais entre nous, dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on espère avoir. Oui, de nous-mêmes, en fait, de construire un peu, comme vous dites, parce qu'il y a beaucoup de choses, 13 ans, là, je ne sais pas comment ça a dû être un travail quand même assez difficile, mais comment vous avez pu mettre ça en synthèse puis réussir à sortir toute l'information pour que ça soit quand même concentré, je ne sais pas comment... on a pu compter sur l'implication de longue date de militants et de militantes, dont Denise, qui a gardé trace de toutes ces discussions-là qui ont eu lieu. On a travaillé avec un chercheur aussi, M. Jean Gagné, qui a contribué aussi à mettre en forme là, toutes ces discussions-là. Ça a été... ça fait longtemps que les gens tentent de parler, en fait, qui parlent, mais qui ne sont pas entendus, qui n'ont pas toujours les moyens aussi d'être entendus. Alors, et en le rassemblant comme ça, plutôt que d'avoir plusieurs points ici et là qui ont été à travers les époques, on fait un tour, on se dit, on ramasse tout ça, puis on est structuré, puis je trouve que c'est une bonne initiative. Là. C'est ce qu'on souhaite, et ce qu'on souhaite, c'est que les gens, ce soit un legs, puis que des gens
préoccupée par la participation citoyenne, préoccupée par avoir une vie, elle puisse utiliser ce document-là, puis le réécrire s'il le faut, mais puis le bonifier, le diffuser, puis faire avancer ce besoin-là d'avoir une participation citoyenne puis une reconnaissance à part entière comme citoyen. Si on regarde le contenu du document, qu'est-ce qu'on peut vous effleurer justement, Mme Blais, tantôt, un peu le sens, ce qu'il y avait dans le contenu, mais qu'est-ce qu'on peut, comme fait saillant, en fait, qu'est-ce qu'on peut ressortir, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir du document? Ben c'est ça, il y a 5 thèmes qui reviennent quand même, ce qui est quand même intéressant de voir, même à travers 13 ans. Il y a certains thèmes, certaines préoccupations qui reviennent. Donc, il y a toute la question de l'accès aux services, puis les délais avant d'en obtenir, puis tous les obstacles. Puis pourtant, on est censé d'être dans une réforme, le système qui est là pour faciliter l'accès et aussi de s'assurer que finalement, en cours de route, personne tombe, comme on dit, entre deux chaises. Mais finalement, malgré toutes les réformes, ce qui ressort, c'est des constats de dire toutes ces réformes-là, finalement, ne semblent pas avoir résolu le problème parce que les listes d'attente qui se rallongent, c'est ça. Et même le ministère a pu faire des constats à certains égards qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si c'était une réforme qui était censée faire disparaître les listes d'attente. Il y a aussi toute la question de le projet clinique qui justement, tout un plan pour réorganiser les services sur une base locale avec des objectifs très louables, mais là encore aussi un genre de transformation qui est pas mal chaotique, que autant les intervenants terrain que les personnes elles-mêmes se trouvent des fois la misère à se retrouver et d'avoir des informations nécessaires sur les changements. Il y a évidemment la question de la participation citoyenne et publique parce que au moment qu'on parle, semble avoir une reconnaissance qu'on ne peut pas continuer à regarder un système sans une participation des personnes qui sont directement concernées, puis ça, autant sur une base individuelle, mais aussi collectivement. Les gens doivent être impliqués, ça, c'est certain. Je pense c'est ça, donc on est censé d'être là autour de la table, et pas absent comme... C'est pas encore le cas, tout à fait. C'est ça, donc il y a une reconnaissance, mais là encore, il y a toute la question des conditions et les moyens pour le permettre. En termes de que ce soit pas juste quelques individus qui sont là, invités autour d'une table, mais qu'il y ait toute une démarche pour permettre effectivement de rejoindre le plus grand nombre de personnes pour avoir un avis et de collectiviser, de s'échanger, puis de finalement que cette parole-là et cette implication, participation, influence puis apporte des changements. Il y a aussi, évidemment, ce qui revenait, puis toujours d'actualité, c'est la lutte aux préjugés et à la discrimination. Et donc, il y avait plusieurs constats de à quel point c'est très tenace, les préjugés, même au sein du système de la santé. Donc, le monde sortait différentes recommandations de comment on peut, par exemple, par les campagnes de sensibilisation, peut-être mieux rejoindre la population, puis aussi de ne pas oublier les travailleurs, les travailleuses de la système de la santé mentale. C'est ça, on ne veut pas juste informer monsieur et madame tout le monde, on veut informer les madame qui intervenants, c'est les gens qui sont là, effectivement. Il y en a beaucoup de campagnes, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup, alors il doit y avoir quelque chose qui est à améliorer si le message passe pas. Oui, une des choses, notamment, c'est de s'associer à des personnes directement concernées de tout le long du processus dans la conception puis la réalisation et de peut-être mieux cibler, de ne pas être trop général, mais mieux cibler des
les groupes auxquels on s'adresse et ajuster des fois des messages, mais surtout d'associer des personnes tout le long, parce que souvent, c'est un petit groupe de discussion au début, puis par la suite, on continue dans un processus qui, finalement, les personnes ne sont plus là pour conseiller ou alimenter les campagnes. Et il y a une 5e thème qui revient constamment sur toute la préoccupation par rapport au respect des droits. Oui. Et, ça, c'est un domaine que vous connaissez bien, là. Oui. Mais il reste peu de temps. C'est intéressant, Ghislain. En fait, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps que tu participes à nos émissions. Ça fait longtemps que tu es à Action Autonomie. D'après toi, la situation, est-ce qu'on a fait des pas quand même s'il y a beaucoup à faire encore? Est-ce que, j'imagine, si tu continues à t'y impliquer, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que sinon, ça deviendrait difficile, j'imagine, de poursuivre quand il n'y a pas d'amélioration? Oui, on fait des pas, mais il y a toujours à faire, des pas à franchir. Ouais. Mais est-ce que je dirais que la barrière, ce que Denise nommait la barrière de la stigmatisation et de la discrimination, si on ne passe pas par-dessus cette barrière-là, la lutte au droit, elle est continuelle. Oui, elle est continuelle. Cette barrière-là va au-delà des lois qu'on peut voter, des chartes qu'on peut se donner, des protocoles qu'on peut se faire. C'est omniprésent partout. Puis ça va par-dessus toutes ces règles-là. Donc, il faut lutter contre la stigmatisation. S'il y a une démarche aussi dans le document qui est présenté, s'il y a un élément qui est important, c'est toute la référence aux déterminants sociaux de la santé qui sont trop souvent absents des plans d'organisation clinique. On ne peut pas penser à une bonne santé mentale si les gens sont maintenus dans des conditions de vie exécrables. Quand tu parles des déterminants, c'est tout ce qui peut causer, en fait, tout ce qui peut pas aider à se rétablir, en fait. C'est pas nécessairement que ça va causer, mais ça va pas aider, sûrement pas, en tout cas. On peut pas penser gagner la lutte à la problématique de la santé mentale uniquement par des pilules. Non, définitivement. C'est aussi un travail sur l'organisation sociale, sur la qualité de vie, la qualité des liens, la qualité des milieux. Et on parle souvent, sur le revenu des gens. Mais on parle souvent, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, sauf qu'à quelque part, il doit y avoir aussi, comme tu dis, une réorganisation qui peut faire, même avec peut-être les mêmes fonds, j'imagine que si c'est mieux réorganisé, ça pourrait sûrement aider déjà en partant. Là. C'est tout l'enjeu de la prévention. Quand tu investis en prévention, c'est plus rentable là, que dans le curatif. Ouais. Et il y aurait peut-être quelque chose à inverser dans le système. En quelques secondes, est-ce que tous les deux, vous êtes quand même optimistes, parce qu'on est presque à la fin de l'entretien, mais est-ce que vous êtes optimiste quand même pour les prochaines années? Est-ce que vous pensez que votre plan, en fait, votre document va avoir un impact, mais en quelques secondes seulement? Oui, mais c'est ça que c'est une démarche de longue haleine de toute façon, on sait bien. Puis l'important, c'est d'être en contact avec le monde de la base, puis trouver des moyens pour se faire entendre. Ouais. Donc, ce document-là, c'est comme un support à ça, puis un élément. Oui. Ghislain, dans ton cas, est-ce que... je suis très optimiste. Ouais. Déjà, d'ailleurs, le plan a été remis en main propre au ministre de la Santé dans le cadre du Forum national sur la santé mentale. Espérons qu'il va en faire un bon usage. On en parle ici aujourd'hui. Ouais. Et je pourrais dire à tout le monde qui veut avoir une idée de c'est quoi le plan, vous vous rendez sur le site Internet du groupe Action Autonomie, www.actionautonomie.qc.ca, et vous pouvez avoir accès au plan, puis le regarder, l'étudier, le commenter, le diffuser. Excellent. Et on souhaite longue vie au plan. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci donc Ghislain Goulet et Denise Blais, et bonne continuité. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
changer le décor quand le loup s'endort. Attends encore, le loup s'endort. Je peux changer le décor quand le loup s'endort. Attends encore, le loup s'endort. Je peux changer le décor quand le loup s'endort. Quand le loup s'endort. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. C'est maintenant le temps du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, le sujet, comment identifier les sociopathes? Oui. Il va falloir faire une distinction entre psycho et socio. Oui, psychopathe, c'est une autre chose. Oui. C'est encore plus grave. Mais moi, c'est ça, je vous parle aujourd'hui des sociopathes. Oui. C'est quoi un sociopathe et comment les reconnaître? Je vais vous lire quelques passages que j'ai vus sur le site. Est-ce qu'on va y goûter puis s'identifier trop avec ça? Ben, on va parler de toi, oui. Probablement. J'ai trouvé ça sur le site paperblog.fr. Ça s'appelle « Comment identifier les sociopathes au travail » dans cette première partie. OK. Alors, selon la psychologue Martha Stout, 4% de la population est sociopathe. C'est beaucoup, nous dit-elle. Si vous travaillez dans une entreprise de 100 employés, vous êtes donc entouré de 4 sociopathes en liberté. Il est important d'identifier ces personnes car elles peuvent grandement nuire au bien-être de tous. Mais malheureusement, les caractéristiques de la sociopathie ont souvent des effets positifs sur la capacité de ces gens à obtenir des résultats positifs pour l'entreprise au détriment de leurs collègues. Les sociopathes livrent la marchandise. On ne doit donc pas se surprendre si les hautes sphères de gestion des entreprises contiennent plus que leur part de sociopathes. Alors, comment se définit la sociopathie? La définition de Wikipédia est claire. On y voit la sociopathie est considérée comme un trouble de la personnalité dont le critère principal est la capacité limitée à ressentir les émotions humaines, aussi bien à l'égard d'autrui qu'à leur propre égard. C'est ce qui peut expliquer leur manque d'empathie quand ils sont confrontés à la souffrance des autres. Peut-être qu'on en connaît tous des gens comme ça. C'est quoi la différence entre ça puis c'est pas naturel dans quelqu'un? Ça peut être pas naturel dans quelqu'un de ressentir de l'empathie. C'est pas zéro. Toi, tu es en train de dire que c'est pas nécessairement un trouble de la personnalité. Quand c'est 0-0, mais il y en a des gens qui c'est pas aussi naturel de dire. Moi, tu disais c'est plus nuancé. Oui, mais c'est pas facile pour eux autres d'avance. Pour ça, la différence entre. Quand est-ce qu'on devient fou furieux, sociopathe? Puis, non, mais un sociopathe, il n'est pas nécessairement violent, mais tu vas voir, là. En gros, on parle de personnes totalement insensibles et capables de tout pour arriver à leur fin. Gare à vous si vous vous trouvez sur leur passage ou que vous représentez un obstacle dans l'atteinte de leurs objectifs. Vous vous doutez sûrement quels sont vos collègues qui correspondent à la définition ci-dessus. Pour rendre le processus d'identification plus précis, un ami m'a fait suivre ce questionnaire en 18 affirmations. Tentez d'y répondre avec un collègue en tête en donnant 2 points si vous êtes totalement d'accord avec l'affirmation, 1 point si vous êtes partiellement d'accord et 0 point si vous êtes en désaccord. Est-ce qu'on répond nous autres aussi par des points? On peut faire le test. Vous, certainement, vous à la maison aussi, les gens peuvent le faire. Je vais être dans le trouble. Là. Un total de 25 points ou plus témoigne d'un haut niveau de sociopathie. Alors, première question. A-t-il un problème à soutenir des relations stables au bureau ou dans la vie privée? Oups. Deuxième point. Est-il porté à manipuler les autres sans mauvaise conscience pour arriver à ses fins? Troisième question. Se montre-t-il cavalier face à la vérité et très à l'aise avec le mensonge? Quatrième point. Se croit-il important socialement même si ce n'est pas du tout le cas? Cinquième question. Est-il complètement incapable de remords, de gêne ou de honte? Sixièmement, est-il charmeur, capable de changer d'humeur rapidement pour tenter de plaire? Septième question. Demande-t-il beaucoup d'attention? Huitième point, est-il peu convaincant quand il tente de se montrer sensible? Neuvième point, aime-t-il le risque et l'imprudence?
Je trouve que ce n'est pas nécessairement un défaut, personnellement. 10e point, blâme-t-il facilement les autres? 11e, a-t-il eu une adolescence délinquante? Ça, c'est pas toujours facile à savoir. 12e question, est-il en mesure de profiter des autres sans hésitation? 13, perd-il facilement son calme? 14e, est-il porté sur le sexe? Mais ça, je vois pas ça comme un défaut nécessairement. OK. 15e point, est-il violent verbalement envers les autres? 16e, manque-t-il de réalisme dans la définition des objectifs? 17e point, est-il incapable de faire preuve d'empathie? Et 18e point, est-il irresponsable? Si vous êtes confronté à quelqu'un comme ça, qui est charmant de façon superficielle, égocentrique, pas sincère et manipulatif, vous devriez vous méfier des conséquences que cela peut avoir sur votre santé mentale à long terme. C'est pas ça, des fois, que les gens appellent aussi des narcissiques. Là, ça devient compliqué entre un sociopathe et un narcissique. Il est suggéré de documenter les cas d'abus et, deuxièmement, en faire état à la direction ou aux ressources humaines. Si rien ne change, vous devriez sérieusement penser à changer d'emploi. On va poursuivre sur le sujet à l'Espresso allongé, Pierre, un peu plus tard. Merci pour ce beau sujet. Merci Ghislain. À tout à l'heure. Merci. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Caroline Souffrant nous présente sa chronique sur les facteurs favorisant une bonne santé mentale. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet « Comment identifier les sociopathes ». Vous entendrez aussi les chansons « Aurore boréale » de Porcelaine et « De toutes mes forces » de Jean-Luc Lavigne. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. C'est avec plaisir que je reçois notre chroniqueuse Caroline Souffrant. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue encore une fois à Folie douce. Tu nous amènes des sujets intéressants, des sujets évidemment sur la santé mentale. Et cette semaine, on va parler dans quelques minutes des facteurs favorisant une bonne santé mentale. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de toi pour les auditeurs. Donc, tu t'intéresses au niveau de la santé mentale, mais quels sont tes intérêts à part ça? Moi, en fait, je suis intervenante dans la vie. La santé mentale, ça touche beaucoup mon travail. Il y en a vraiment, ça touche partout. Donc, c'est important de s'impliquer, je crois, dans cette cause-là parce que ça touche beaucoup de personnes. Puis, il existe encore beaucoup de préjugés, de stigmatisation. Ouais. Donc, je pense que c'est important de contribuer à ma manière à faire en sorte que les préjugés soient un petit peu moins forts. Oui, c'est encore très tabou. Mais quoi qu'on en dise, là, les gens ont encore peur beaucoup de la santé mentale. Et c'est justement, on va essayer de donner quelque chose de positif à travers les problématiques. Il faut toujours avoir un peu d'espoir. Puis, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. Le sujet que tu nous amènes, c'est les facteurs favorisant une bonne santé mentale. C'est toujours important
important soit de vouloir se rétablir, d'avoir une meilleure santé ou carrément d'éviter d'avoir des problématiques de santé mentale. Donc, comment tu présenterais ce sujet-là pour rentrer à la matière? Ben en fait, comme je le disais tantôt, beaucoup de gens sont touchés. Un Canadien sur 5 va être touché dans sa vie par un problème de santé mentale. Donc, ça peut être la dépression, l'anxiété, la bipolarité, les troubles alimentaires, le burn-out, etc. Donc, ça peut toucher nos proches, ça peut nous toucher nous-mêmes. Il y a personne qui est à l'abri de ça. Et ça commence souvent dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc, c'est important de prévenir. Mais cependant, pour les adultes qui sont déjà touchés par ces problématiques-là, il n'est pas trop tard. C'est sûr qu'il y a certains troubles qui se guérissent pas, mais on peut parvenir quand même à avoir un équilibre de vie puis une stabilité malgré que certaines maladies ne se guérissent pas. Donc, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, des facteurs qui favorisent une bonne santé mentale. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ce sujet-là? En fait, je pense que c'est un article que tu nous disais. Ce qui m'a inspiré, c'est dans le fond, c'est que au cours des derniers mois ou des dernières années, on a eu beaucoup de personnalités publiques au Québec qui ont parlé ouvertement de leurs problèmes de santé mentale pour donner de l'espoir à d'autres personnes. Et j'ai lu sur le sujet, je me suis informée. Donc, c'est possible de retrouver une vie normale malgré qu'on ait un problème de santé mentale. Et il y a des facteurs qui expliquent cela, qui favorisent cela. Donc, j'avais envie de donner l'information, de transmettre l'information aux gens pour qu'ils réalisent qu'ils sont pas condamnés ou dans leurs problèmes, dans le fond, puis qu'ils peuvent s'en sortir. Oui, on veut leur donner un peu d'espoir. Oui. Alors, c'est bien. On y va avec un article que tu as... Oui. En fait, le 15 décembre dernier, il y a un article qui paraissait dans la presse par M. Yves Dalpé qui parlait d'une étude américaine. Dans cette étude, le chercheur expliquait justement c'est quoi le portrait d'une personne qui a une bonne santé mentale ou qui fonctionne bien dans la vie. Donc, on peut noter notamment une personne qui utilise ses talents et son énergie de façon efficace et productive, qui prend plaisir dans les défis, qui apprécie l'humour, qui a fait la paix avec son passé. Donc, il y avait toute une liste. Mais c'est bien beau, mais on peut se demander comment on parvient à atteindre tout ça. Oui. Ouais. Mais la liste est importante parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on dit, par exemple, fait la paix avec son passé douloureux, quelqu'un qui s'exprime de façon articulée sur elle-même, il y a beaucoup de choses qui souvent, on porte pas, on a toujours l'impression que on va donner une liste, par exemple, de façon d'être. Mais ça, je trouve que c'est intéressant, comme l'apprécie l'humour et réagit en conséquence, s'affirme de façon efficace, appropriée quand c'est nécessaire. Donc, c'est des points qui montrent que quelqu'un a une bonne santé mentale. Oui, puis je pense aussi c'est des points sur lesquels les gens qui sont suivis en psychothérapie peuvent travailler avec leurs professionnels. Donc, c'est des points sur lesquels on peut porter l'accent justement puis essayer de travailler là-dessus justement pour avoir une meilleure santé mentale. Oui. Et qu'est-ce que tu peux nous dire pour poursuivre? Oui, on va commencer peut-être par définir c'est quoi une bonne santé mentale. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2009, il définissait ça comme étant un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'il définissait. Mais on peut parler aussi des facteurs de risque avant de parler des facteurs de protection. Donc, au niveau des facteurs de risque, il y a les prédispositions génétiques. Donc, quand une personne développe un problème de santé mentale, c'est rarement causé par une seule cause, c'est multifactoriel. Ouais. Donc, il y a des prédispositions génétiques qui fragilisent la personne, mais il y a les expériences de vie aussi qui viennent s'ajouter à ça puis qui vont déclencher la maladie chez la personne. Il faut pas toujours avoir peur, justement, des gens qui auraient quelqu'un dans son entourage, des parents ou des oncles, des tantes qui auraient des problèmes de santé mentale. Ça veut pas dire que la personne va être atteinte, mais sauf qu'il faut déjà qu'elle soit plus au courant, peut-être, il faut qu'elle se prémunisse, peut-être. C'est ça. Donc, le fait d'avoir un proche atteint, c'est pas une garantie qu'on va avoir la maladie, mais ça fragilise, c'est un facteur de risque. Donc, par exemple, si une personne qui a un trouble bipolaire donne naissance à un enfant et que l'autre conjoint n'est pas atteint de la maladie, ils ont de 10 à 15% de donner naissance à un enfant qui a la maladie. Et si c'est les deux conjoints qui ont le trouble, donc ça monte à 40 à 50%. Donc, on parle toujours de facteurs de risque ici, c'est jamais une garantie ou une certitude absolue. Ça, c'est des études quand même qui ont été faites très sérieuses sur le sujet. C'est quand même important, 40 à 50%. Faut pas partir en peur, mais faut déjà, au moins, si on est avisé, c'est déjà plus facile à faire face à la maladie. Donc, aussi, comme autre facteur de risque, on a la rupture dans le couple. Donc, on sait que de nos jours, il y a beaucoup de couples qui se séparent, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, mais tout est dans la manière dont on vit la situation puis comment on la gère. Donc, il y a souvent des enfants d'impliqués. Donc, si, par exemple, les parents, ils font comprendre à leurs enfants que même si, entre eux, ils ne s'aiment plus, ils vont continuer à s'occuper de leur enfant puis d'en prendre soin, ça va favoriser un facteur de protection, dans le fond.
Donc, il faut que les enfants comprennent que la séparation, c'est pas de leur faute, qu'ils sont pas responsables, puis que les parents continuent à maintenir leur rôle de parents auprès de leur enfant, même si entre eux, ils ne sont plus ensemble. Donc, la séparation des parents pourrait être un déclencheur, en tout cas un des déclencheurs peut-être d'une problématique de santé mentale chez un jeune. Oui, si elle est pas bien gérée, ça peut être un facteur de risque. Aussi, un autre facteur, on parle maintenant de violence familiale, d'abus et de négligence. Donc, les enfants qui sont témoins ou victimes de violences familiales sont plus à risque d'avoir des comportements agressifs. Aussi, ceux qui sont victimes de violences psychologiques, parce qu'on a des fois tendance à la minimiser. Donc, la violence psychologique, ça peut prendre plusieurs formes, comme repousser un enfant, l'humilier, le terroriser avec des menaces ou des agressions, l'isoler, l'exploiter, ne pas tenir compte de ses émotions, etc. Donc, toute forme de maltraitance, ça rend plus à risque à des problèmes de santé mentale. Oui. C'est important de les connaître et il y en a plusieurs, mais en même temps, on veut pas vous décourager, mais c'est sûr que ça, en sachant ça nous aide à mieux se prémunir. Oui. Au niveau maintenant des abus sexuels, donc les agressions sexuelles, c'est un événement qui est très traumatique. Puis pour diminuer les impacts à long terme de l'agression, il faut avoir de l'aide le plus rapidement possible. Les victimes ont besoin d'être crues puis non blâmées pour ce qu'elles ont vécu parce que souvent elles se sentent responsables. Ça, c'est la cause des préjugés qui existent dans la société. Donc, elles se sentent responsables. Donc, il faut vraiment enseigner à nos jeunes le plus tôt possible comment respecter leur corps, leur intimité, le respect d'eux-mêmes, mais sans tomber dans une paranoïa non plus. Mais il faudrait leur enseigner un peu plus ces valeurs-là. Ça va juste les rendre moins à risque de subir une agression. Trouves-tu quelquefois, Caroline, qu'on minimise justement ces effets-là? Ça, on pense que l'agression sexuelle, c'est seulement physique, mais en réalité, c'est tellement destructeur au niveau psychique. Oui. Je pense que les gens n'ont pas conscience comment c'est grave. Ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à minimiser, mais ça part beaucoup d'une méconnaissance. Des fois, les gens, parce qu'ils connaissent pas les impacts que ça peut avoir chez ils pensent que ça n'a pas d'importance, mais ils connaissent pas les impacts que ça peut avoir à long terme. Ouais. Ça peut affecter beaucoup une personne dans sa vie personnelle, par exemple dans ses relations de couple. Ouais. Ça peut affecter de différentes façons, donc c'est sûr, c'est important de prendre ça au sérieux. Et aussi, dans ce cas-ci, être un déclencheur, éventuellement, une cause qui vient s'ajouter à d'autres causes qui pourraient déclencher une problématique de santé mentale. Oui, tout à fait. Sinon, il y a aussi la pauvreté. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on sait, que les gens qui vivent dans la pauvreté ont plus au risque d'avoir des problèmes de santé mentale. Par exemple, si on pense à l'insécurité alimentaire, donc la peur de ne pas savoir si on va avoir assez d'argent pour manger, c'est un facteur de risque. Ça provoque du stress chez les personnes qui vivent ça. Il y a aussi les gangs de rue. Donc, selon le Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, les membres de gangs de rue ont davantage de troubles mentaux que les autres contrevenants. Donc, on parle d'anxiété ou de stress post-traumatique. Donc, ils développent ça en ayant ce milieu-là qui est un petit peu malsain puis intimidant. Là, oui, tout à fait. C'est ça. Et au niveau de la stigmatisation, de la discrimination, donc les préjugés qu'on colle aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ça les empêche d'aller chercher l'aide dont elles ont besoin. Donc, ça les retarde dans leur acceptation de la maladie, puis ça vient les affecter négativement. Donc, il faut travailler là-dessus parce que ça a des conséquences sur ces personnes-là aussi. Oui. On parle donc justement des facteurs favorisant une bonne santé mentale. On a donné un petit peu les problématiques qui peuvent être rencontrées. Est-ce qu'on a un peu de positif qu'on peut amener aux gens? Ben oui, tout à fait. Il y a toujours de l'espoir. Oui, de l'espoir. Oui, donc en ce qui favorise une bonne santé mentale, il y a tout d'abord l'estime de soi. Donc, la confiance en la capacité de faire face aux défis de la vie, de notre droit au bonheur, l'opinion qu'on a de nous-mêmes, le jugement qu'on porte sur soi, la perception que l'on a de nos forces, de nos limites, puis l'acceptation qu'on a de tout ça. Donc, le fait d'avoir une bonne estime de soi, ça favorise une bonne santé mentale. Avoir une bonne appartenance à un groupe, être bien entouré, prendre soin de sa santé et faire des activités qu'on aime, réaliser des défis, développer des habiletés, des talents, discuter avec des amis, penser plus positivement, etc. C'est tous des facteurs qui font en sorte qu'on est plus protégé contre des problèmes de santé mentale. Et être à l'écoute de soi. Tu sais, si on se sent mal, faut aller chercher de l'aide, faut demander conseil, faut ne pas avoir peur. C'est souvent, c'est facile à dire comme ça, mais plus on va le rappeler, mieux ça va être pour que les gens agissent justement. S'ils se sentent un petit peu déstabilisés, quand ça dure un certain moment, pas si c'est passager, mais quand ça dure un moment, c'est peut-être mieux d'aller chercher de l'aide. Oui, tout à fait. Puis ça prend du courage aussi pour aller chercher de l'aide. C'est pas un signe de faiblesse. Des fois, les gens ont tendance à se juger quand ils vont chercher de l'aide, mais ça prend du courage pour admettre qu'on est vulnérable et qu'on est dans un moment de fragilité. Et souvent, les gens savent pas où demander de l'aide, mais c'est juste peut-être d'en parler autour de soi, puis on va avoir plus de ressources qu'on peut penser. Tu sais, les gens sont prêts souvent à nous aider, puis vont connaître
peut-être où s'adresser, puis ils vont pouvoir nous aider. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, un autre facteur qui favorise une bonne santé mentale, donc la communication interpersonnelle positive. Donc, ça commence déjà avec les parents, mais il faut s'entourer de personnes avec qui on se sent bien, avec qui on peut communiquer honnêtement, sincèrement, même s'ils partagent pas nécessairement les mêmes opinions que nous, surtout. Ouais. Donc, ça peut, les signes d'une bonne communication, le fait de se sentir bien en sécurité avec la personne avec qui on parle, il y a un respect mutuel, un sentiment de confiance qui permet les confidences, puis une envie de se retrouver avec cette personne-là. Donc, c'est un signe que c'est une bonne relation, une relation qui est positive pour soi. Ouais. Sinon aussi, au niveau des habiletés sociales, apprendre l'écoute active, une saine gestion des conflits, l'empathie, la gestion de la colère. Au niveau des victimes d'intimidation aussi, il y a plusieurs programmes qui existent au primaire ou au secondaire pour aider les jeunes à apprendre comment se défendre de façon proactive. Avoir un bon soutien social. Ça découle des habiletés précédentes, mais c'est aussi un facteur de protection. C'est sûr que les filles développent un réseau social plus intime plus tôt que les garçons, mais avoir un bon réseau social, on a une image plus positive de soi-même, parce qu'on a des gens qui nous acceptent, donc on accepte aussi ce qu'on ressent plus facilement parce qu'il y a d'autres personnes qui respectent ce qu'on ressent. Mais comme tu dis, les garçons, souvent, ça vient plus facilement pour les filles d'avoir un réseau social. Les gars, des fois, ils vont rester justement à l'écart, puis c'est important qu'ils développent ça aussi. Oui, là. oui, tout à fait. Effectivement. Puis, dans le fond, avoir un bon réseau social, c'est un bon facteur de protection. Ouais. Puis aussi, l'autodétermination, donc la capacité à prendre sa destinée en main. Puis ça passe par la prise d'initiative, de voir qu'on peut vivre des réussites dans les décisions qu'on prend. Puis c'est comme ça que le jeune va prendre conscience qu'il y a du pouvoir dans son bien-être et dans son bonheur, que c'est un peu la même chose pour tout le monde, pour les adultes aussi. C'est en prenant des initiatives qu'on peut réaliser qu'on a du pouvoir sur notre vie. Faut foncer, faut essayer des choses, faut se donner des défis, les réaliser, puis à ce moment-là, ça nous donne un bon message en retour. Oui. Donc, avant de terminer, est-ce que tu as des références qu'on peut donner aux auditeurs sur s'ils veulent en savoir plus sur les facteurs là, qui permettent d'avoir une meilleure santé mentale? Tout à fait. La santé mentale des enfants et des adolescents par Yvon Labbé, Yves Lamontagne et Robert Labine chez Béliveau Éditeur. Donc, c'est un livre que tu recommandes. Merci beaucoup, Caroline, encore une fois, pour ce beau sujet. De rien. À une prochaine. À une prochaine. Merci. Merci, Damien. Au revoir. La vitesse de la lumière, nous irons décorer le ciel, marquer notre chair de millions d'étincelles. Cette force qui m'entraîne à la dérive, qui me pousse sans cesse à te poursuivre. Ce mal qu'il me plaît de recevoir et se transforme chaque soir en aurore boréale. Je suis venue à toi pour le prix d'un rêve, une histoire à suivre sur tes lèvres. Attendons que la nuit se déchire pour enfin
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. On poursuit l'émission Folie Douce avec le bloc Espresso allongé. Alors Pierre, plus tôt en cette émission, tu nous as amorcé le sujet en fait. Comment donc reconnaître ou comment identifier les sociopathes. Tu avais commencé en donnant 18 points pour mieux reconnaître. On va plus préciser. Oui. Ou poursuivre, en tout cas, approfondir. Je poursuis, mais selon des informations que j'ai vues sur un autre site qui s'appelle affairesdegars.com. Oh, ça a l'air que c'est plus une affaire de gars, ça, être un sociopathe. Peut-être. On ne spécifie pas, mais ce qu'on dit, c'est que selon l'étude de Sociopath Next Door, un Américain sur 25 serait sociopathe. Évidemment, ce ne sont pas tous les sociopathes qui sont dangereux. Parfois, c'est même difficile à déceler, surtout dans le contexte d'une relation amoureuse, quand on connaît peu la personne. Si vous avez des doutes concernant votre tendre moitié, voici 11 signes qui devraient vous aider à y voir plus clair. Alors, on parle de couple ici. Premièrement, un ego démesuré. Les sociopathes se considèrent comme très importants, très narcissiques. Ils ont de la difficulté à admettre leurs erreurs. Ils préfèrent en effet blâmer les autres pour leurs propres échecs. Deuxième point, mentir et avoir un comportement de manipulateur. Les sociopathes aiment mentir sur une base régulière, tout simplement afin de savoir jusqu'où ils peuvent aller pour tromper les gens. D'après le docteur Seth Myers, qui est psychologue, la manipulation fait également partie de leur quotidien. Parfois, ils peuvent avoir envie de dire un gros mensonge pour provoquer une grosse réaction. Troisième point, les sociopathes ont de la difficulté à saisir et à ressentir les mondes émotionnels des gens qui les entourent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même monde affectif que les autres. C'est du moins ce que croit Mme M.E. Thomas, qui est elle-même sociopathe et qui a écrit un livre qui s'appelle « Confessions of a Sociopath ». Quatrième point, ni remords, ni honte. D'habitude, ceux qui souffrent de ce trouble de la personnalité n'ont pas de remords, ni aucune culpabilité ou sentiment de honte. Cinquième point, en temps normal, les gens ont peur lorsqu'ils voient des images troublantes ou lorsqu'ils sont menacés par des chocs électriques, ce qui n'est pas le cas pour les sociopathes. Par exemple, si un accident de voiture survient, ils ne souffriront pas d'anxiété. Sixième point, les sociopathes aiment agir sur l'impulsion du moment. Lorsque l'on parle de finances personnelles ou d'obligations envers d'autres personnes, ils sont souvent irresponsables, soutient le thérapeute Ross Rosenberg. Septième point, les sociopathes n'ont pas beaucoup d'amis, en tout cas pas de vrais amis. En fait, ils veulent tout simplement pas d'amis, sauf s'ils ont besoin d'eux. Huitièmement, les sociopathes peuvent être vraiment amicaux et charismatiques parce qu'ils savent que ça peut les aider à obtenir ce qu'ils veulent. Ils ont toujours un agenda secret et sont les maîtres du déguisement. Neuvièmement, si ça peut leur apporter du plaisir tout en pouvant éviter les conséquences, ils le feront, croit toujours le Dr Rosenberg. Ils vivent leur vie à l'extrême et sont toujours à la recherche de stimulation, d'excitation et de plaisir, et ce, peu importe où ils peuvent les trouver. 10e point. Le docteur Dale Archer, qui est psychiatre, croit que les sociopathes enfreignent les règles et les lois parce qu'ils pensent tout simplement qu'elles ne s'appliquent pas à eux. Et dernier point, 11e point, les sociopathes n'ont pas peur de garder le contact visuel avec un interlocuteur, et ce pendant très longtemps, ce que ne font pas les gens normaux. En temps normal, si on est incapable de détourner notre regard, cela peut être perçu comme agressif ou séducteur, selon toujours Mme Thomas, qui est, comme j'ai dit tantôt, sociopathe elle-même. Alors, ça complète la liste. Est-ce que vous en connaissez des sociopathes, ça étant dit? On peut toujours... Il y a quelques éléments qui peuvent s'appliquer à moi, d'autres pas. Mais d'après toi, d'après ce que tu as lu, est-ce que c'est un nouveau... est-ce qu'on commence à s'intéresser à ça ou si ça fait quand même... on ne le mentionne pas. Mais... On n'entend pas souvent parler de ça. On entend beaucoup le mot psychopathe, mais sociopathe, c'est quelque chose qui est pas... Non, c'est là depuis... Non, regarde, c'est un terme qui existe. C'est juste que
Non, tu allais dire quelque chose, mais... Ben, je dirais, d'après moi, ça fait longtemps, mais comme d'autres troubles de la personnalité ou d'autres troubles psychologiques, c'est que depuis un certain temps, on a mis des mots là-dessus. Oui. Mais d'après moi, sûrement ça ça existe depuis longtemps. Est-ce qu'on en fait un peu trop, des fois, même avec le mot narcissique? Des fois, je pense que tout le monde est narcissique. Ouais. Tout est narcissique. Mais c'est possible aussi de l'être à divers degrés. Oui. Aussi, ça peut être mélangé avec d'autres problèmes de personnalité. Et quelquefois, comme tu mentionnais, il y a une surexagération peut-être. On n'est pas dans une psychologisation. On va toujours donner c'est une moins étiquette. de la vie moderne où les psychologues trouvent tout pour tout le monde. Ouais. Peut-être, mais... c'est en tout cas, une surexagération au moins. Mais comme je te dis... Il y a des vrais cas, mais d'autres, des fois, c'est peut-être un peu trop. Il y a des gens qui sont sociopathes qui ne le sont peut-être pas d'une manière... très importante, mais ça peut saper la patience des gens autour, en milieu de travail ou en famille. Mais merci beaucoup, Pierre. C'est un sujet qui nous a encore éclairé. Merci. Et merci, Ghislain, pour ta participation. Il y a toujours une horloge ou une boule dans la gorge. Toujours des souvenirs qui font craindre le pire. Bête à manger du foin, le corps mal en point. À crier comme un bon, comme un marchand de poison. Que vas-tu faire de moi? Est-ce que je deviens sans toi? Y'a pas de fumée sans feu. Je peux pas aimer pour deux. Comme tous les bateaux finissent par prendre l'eau. J'ai pris un autre chemin, mais jamais ne revient. À tous les cœurs brisés qui ont le goût d'aller danser. Moi j'ai choisi l'amour, j'ai pas encore fait le tour. Que vas-tu faire de moi? Est-ce que je deviens sans toi? Y'a pas de fumée sans feu. Je peux pas aimer pour deux. Laisse-moi pas m'aimer tout seul. Laisse-moi pas m'aimer tout seul. Laisse-moi pas m'aimer tout seul. Je veux pas crever tout seul. Y'a pas de fumée sans feu. Je peux pas aimer pour deux. Laisse-moi pas m'aimer tout seul. Laisse-moi pas m'aimer tout seul. Laisse-moi pas m'aimer. Laisse-moi pas m'aimer. Laisse-moi pas m'aimer tout seul. Je peux pas crever tout seul. Pas crever tout seul, non, non, oh, 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 yeah. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca.
quelques secondes pour terminer cette émission pour justement la nomenclature des chansons. Alors, Ghislain, on a écouté en début d'émission L'Usine. De l'excellent Richard Séguin. Oui, on a écouté Le Loup s'endort. De Sandra Dorion. Oui, bien connu pour avoir participé à un autre groupe à une époque. Oui, dans les années 80. Oui, on a écouté dans la deuxième demi Aurore boréale. De Porcelaine. Et à l'instant, De toutes mes forces. De Jean-Luc Lavigne. Ben, merci beaucoup pour votre choix musical merci. À toi et à Pierre. Merci de ta participation au micro également. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Et merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé. Le sujet, comment identifier les sociopathes. On a eu notre collaboratrice Caroline Souffrant qui nous a parlé des facteurs favorisant une bonne santé mentale. Et plus tôt à l'émission, nos invités Ghislain Goulet et Denise Blais nous ont présenté le plan d'action citoyen en santé mentale, un document qui a été qui vient faire un contrepoids un peu avec tout ce qui peut se faire au niveau de par exemple de la santé là, au niveau des instances publiques. Alors tout ce monde-là était bien sûr à notre émission Folie douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop